Je suis là pour vous parler de sobriété énergétique, mais pas que. Et ouais, c'est un peu paradoxal de parler de sobriété à l'heure de l'apéro, mais bon, on va peut-être y remédier après, je sais pas. Très rapidement, je me présente en quelques mots. Je m'appelle Sébastien Bellet, j'habite à Caen, donc je suis normand depuis de longues années. Certains d'entre vous doivent me connaître de par diverses activités. Aujourd'hui, je viens avec la casquette du réseau Rappel. Je fais partie à titre personnel de ce réseau, hop, le Rappel, réseau des acteurs de la pauvreté et de la précarité énergétique dans le logement, qui est un organisme qui regroupe pas mal de structures, des institutionnels, des associations, des chercheurs, des membres qui s'engagent à titre individuel comme moi, donc autour de trois sujets principalement. Le premier, c'est de capitaliser, mutualiser toutes les actions autour de cette question de précarité énergétique, de faire un petit peu le rôle de centre ressources, de promouvoir la question de la précarité énergétique au sein des différentes politiques, donc un rôle de lobbying au sens noble du terme, et puis de développer des outils et de les mettre au service des membres de ce réseau. D'autre part, à titre professionnel, moi je m'occupe d'accompagner des porteurs de projets, surtout des collectivités, dans toutes leurs démarches énergie-climat, donc toutes les démarches de transition écologique. Et donc que ce soit à travers le réseau Rappel ou à travers mon activité professionnelle, on voit bien que souvent, l'idée c'est d'atteindre des objectifs assez élevés, assez ambitieux, avec peu de moyens. Et quand on doit atteindre des objectifs ambitieux en termes de climat et d'énergie avec peu de moyens, forcément on cherche des moyens efficaces qui consomment peu de ressources et on s'intéresse à la question de la sobriété. Et d'ailleurs pour cette conférence, vous avez vu, on a limité au maximum les dépenses énergétiques. Je vous ai juste affiché quelques petites choses, voilà, quelques visuels. Alors, avant de rentrer vraiment dans le cœur du sujet, alors oui, je termine mon préambule. N'hésitez pas à poser des questions, un petit format, donc n'hésitez pas à m'interrompre. Surtout si je commence à jargonner, vous m'arrêtez. Dès qu'il y a une incompréhension, vous n'hésitez pas. Dès qu'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Et puis à la fin des 20 minutes, normalement on a des temps d'échange pour approfondir certaines choses. J'essaye de passer là le plus rapidement possible sur certains thèmes pour tenir les 20 minutes. Voilà, on verra. Donc avant de parler de sobriété, il faut qu'on se mette d'accord sur un certain nombre de préalables. Et qui mériterait chacun sans doute une ou plusieurs conférences de ce type. Donc je vais vous demander pour l'instant de les accepter et on verra si on revient ensemble dessus lors du jeu des questions-réponses. Le premier de ces préalables, c'est que nous vivons dans une économie mondialisée qui repose essentiellement sur la consommation d'énergie fossile. Donc à 80%, cette économie mondialisée dépend du pétrole, du charbon et du gaz. Et que, malheureusement, ces ressources fossiles, on pourrait aussi rajouter l'uranium dans le lot, sont en nombre limité. C'est-à-dire qu'on est dans une perspective de croissance infinie, dans un monde qui, lui, a des limites finies. Pour parler de la plus stratégique et la plus utilisée de ces ressources, le pétrole, on considère que le pic de production pétrolière, sur ce qu'on appelle les pétroles conventionnels, on pourra y revenir aussi, a déjà été dépassé. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui incapable de produire plus de pétrole brut qu'on ne l'a fait dans les années 2009 et 2010. Et aujourd'hui, on vit déjà pour compenser la demande pétrolière sur ce qu'on appelle les pétroles non conventionnels, donc tout ce que vous entendez parler, les gaz de schiste, les pétroles bitumineux, etc., etc. Donc toutes ces ressources, malheureusement, ne sont pas renouvelables à l'échelle humaine et on les consomme relativement rapidement. Donc il est nécessaire de réduire cette consommation, d'une part parce qu'elles ont une fin, et d'autre part pour répondre à l'impératif climatique, parce que toutes ces ressources fossiles sont énormément émettrices de gaz à effet de serre, et le changement climatique est avéré. Voilà, il faut essayer de le limiter à plus de 2 degrés ou plus 1,5 degré, et pour cela il faut impérativement réduire notre consommation d'énergie fossile. Deuxième préalable, le système actuel est profondément inégalitaire. C'est-à-dire qu'on consomme déjà beaucoup trop d'énergie, mais 20% de la population de la planète consomme 80% de ses ressources, grosso modo. Ce
Ce qui veut dire que le mode de vie occidental est absolument non reproductible. Or, c'est celui vers lequel un certain nombre de politiques, entreprises, etc., voudraient faire tendre le reste de la planète. Il faut atteindre le niveau de confort et de consommation du mode de vie occidental. Alors, on voit bien qu'il y a 20% de la population qui consomme déjà 80% des ressources. Si les 100% de la population consomment les ressources au même rythme, il y a comme un problème. Voilà. Donc pour pouvoir équilibrer un petit peu tout ça, il y a eu tout un tas d'engagements internationaux, de réflexions à différents niveaux. Et je vous le fais très très bref. Pour la France, ça se traduit en quoi? Principalement 3 objectifs à tenir d'ici 2050. Le premier, c'est atteindre le facteur 4 sur les émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire diviser par 4 nos émissions de gaz à effet de serre en 2050 par rapport au niveau de 1990. Évidemment, réussir à diviser par 4 nos émissions de gaz à effet de serre, ça veut dire aussi beaucoup réduire notre consommation d'énergie. Et là, pour les consommations d'énergie, il faut faire le facteur 2, divisé par 2, nos consommations énergétiques d'ici 2050. Tout ça, c'est inscrit dans la loi aujourd'hui en France. Le troisième objectif, c'est d'atteindre ce qu'on appelle la neutralité carbone. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place des dispositifs qui font que des émissions de gaz à effet de serre qu'on va émettre, par d'autres dispositifs, on va réussir à les compenser. Et le tout à horizon 2050. Alors si on reprend un petit peu le principe, on peut le résumer comme ça. L'impact énergétique, l'impact environnemental des humains sur la planète, ça peut se résumer en... Donc l'impact, je ne vais pas y arriver si... Voilà. C'est la notion aussi d'empreinte écologique que vous connaissez peut-être. C'est une population, un certain nombre de personnes, qui consomment des ressources, plus ou moins, et pour produire ces ressources, on a une certaine efficacité. Donc on voit bien que ici, si on est très efficace, on consomme peu d'énergie, on émet peu de gaz à effet de serre, on va peut-être pouvoir consommer plus de ressources pour le même impact. Or, bon, il faut diviser ça par 4. Et la population a tendance à augmenter, et le niveau de consommation a également tendance à augmenter. Ce qui veut dire que l'effort qui doit être fait ici doit vraiment être énorme. Donc si on regarde ce qui s'est fait depuis 1990, en France, on a réussi à améliorer notre efficacité énergétique de 40%. Alors par différents moyens, soit que nos usines ont de meilleurs rendements, nos appareils électriques, etc. etc. Soit qu'on a délocalisé aussi un certain nombre d'activités qui étaient les moins efficaces. En tout cas, on a gagné 40% sur l'efficacité. Par contre, on a gagné que 14% sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc on doit remercier l'efficacité, on doit remercier un petit peu aussi la crise économique qui est passée par là depuis 2008, qui a touché un peu à cet indicateur consommation. Mais on voit bien que si ça augmente et si ça augmente, pour réussir à diviser ça par 4, agir sur l'efficacité ne sera pas suffisant. D'où cette question de la sobriété. Alors quelques exemples sur... Sobriété heureuse. Sobriété heureuse, voilà, on verra. Quelques chiffres sur l'évolution des consommations, par exemple, pour que ça soit plus parlant. Une personne achète aujourd'hui, en moyenne, plus 60% d'habits et les garde moitié moins qu'en 2002. Plus 60% par rapport à 2002. En France, un ménage dispose en moyenne de 99 équipements électriques ou électroniques. Alors faites le compte chez vous. Un ménage en France dispose en moyenne chez lui de 99 équipements électriques ou électroniques, quelle que soit la taille, ça va du petit thermomètre électrique, électronique, au téléphone portable, aux écrans, tout l'électroménager, etc. Un dernier, en 2017, l'aviation mondiale a transporté 4 milliards de passagers, 3 fois plus qu'en 2000. C'est-à-dire qu'on a triplé le nombre de passagers en une quinzaine d'années. Évidemment, l'avion étant le mode de transport le plus polluant. Alors maintenant, je vous ai parlé de tous ces préalables. Essayons de définir ensemble cette notion de sobriété. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce qu'on met vraiment derrière
cette notion de sobriété, que ce soit énergétique ou sobriété matière, par rapport à une autre notion dont je vais parler rapidement, qui est celle d'efficacité notamment. C'est qui on? C'est qui on? C'est la notion qu'on met derrière. Parce que justement, selon... Ouais, la notion de sobriété, enfin je veux dire, voilà. Qu'est-ce que c'est que la sobriété pour vous, en tout cas? Par rapport à l'efficacité, si on parle d'énergie, et qu'on essaie de réduire nos consommations. Voilà. Éviter le gaspillage, ce dont on a besoin. Pardon? Utiliser ce dont on a besoin. Utiliser ce dont on a besoin, effectivement, une notion de besoin, ouais. En plus. Une réflexion aussi sur l'impact de chaque geste quotidien, Ouais. pour savoir quel est l'impact, en fait, essayer de réfléchir aussi. Voilà. Jour le jour, on peut réfléchir et prendre conscience en fait de ce qu'il y a derrière. Est-ce que vous pouvez parler plus fort? C'est super intéressant, est-ce que vous pouvez parler plus fort? Ah pardon. Et du coup, est-ce que vous auriez un exemple d'action de sobriété par rapport à une action d'efficacité? Oui, bah, tu parlais des textiles, Ouais. par exemple. Bon ben voilà, on n'est pas. Aujourd'hui, on peut très bien acheter du seconde main et éviter justement de produire des vêtements quand on voit les tonnes de vêtements qui sont produits, qui sont jetés, qui sont recyclés, enfin, qui repartent en Asie, etc. Et puis en même temps, on découvre qu'on peut éviter de faire travailler des enfants, enfin, dans des conditions, ou des femmes dans des conditions extrêmement difficiles. Donc voilà, ça c'est une filière qu'on peut, sur laquelle on peut réfléchir. Alors du coup, est-ce que pour vous, dans cette notion de sobriété, il y a ce risque de retour à la bougie? Pour ceux qui voient, il y a une petite carte postale humoristique sur l'écomobilité, hein, donc rien ne sert de courir, donc c'est des Normands qui utilisent le tracteur pour faire du covoiturage et qui se retrouvent finalement tirés par la vache. C'était un petit visuel de là pour l'ADEME édité en 2009, c'est des cartes postales qui étaient distribuées gratuitement. Est-ce que pour vous, dans cette notion de sobriété, il y a ce risque de retour à la bougie, de décroissance C'est pas vraiment efficace au niveau lumière, la bougie. Ouais, c'est pas vraiment efficace au niveau lumière. Ouais. On est tellement dans le gâchis que je pense qu'on est loin d'arriver à la bougie. Ouais. C'est dans ce sens-là. Ouais, mais il y a des réflexions, par exemple, quand moi je passe le balai, je passe pas l'aspirateur. J'accepte que chez moi ça soit peut-être moins propre. Ah bon? D'accord. C'est pas si propre que ça. Bah, c'est le besoin. Hein. C'est le besoin, ouais, voilà. C'est le besoin. Moi, je veux bien reprendre l'exemple des vêtements. Ouais. C'est pas pour ça qu'on vit nu. Hein. Donc, Exactement. et en fait, on voit qu'on développe derrière la créativité. C'est-à-dire qu'on voit un tas d'artisans, de créateurs qui, du coup, profitent de cette possibilité en fait, de vendre sur place, etc. Ça, je trouve que c'est intéressant. Quoi. C'est l'avantage Oui. Ouais, sur la question de la sobriété, il y a toujours le problème de la limite parce qu'on peut toujours faire moins. On peut toujours vivre nu dans la forêt, manger des champignons, mais en fait, on n'a pas besoin de ça. Si on regarde ce qui se passe globalement sur la Terre, on se fait un peu d'énergie. On peut faire pas mal de choses, il y a une limite. Moi, ce que j'aime bien, comme ce que André Gortz dit là-dessus, c'est qu'on devrait faire que ce qui est généralisable pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on regarde globalement ce qui est faisable et que chacun devrait se limiter à ce qui est généralisable pour tout le monde. Donc, si c'est pas possible que tout le monde ait un logement de 150 mètres carrés, il ne faut pas souhaiter un logement de 150 mètres carrés et il faut ne pas aller construire, en tout cas que la puissance publique ne construise pas sur le logement, etc. Donc on peut se chauffer seulement à 18 l'hiver en mettant un pull en plus, plutôt que se chauffer à 25 degrés. Et voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que effectivement d'un côté il faut réduire peut-être les vêtements et tout, mais il faut le compromis qui fait que de l'autre côté, comme tu dis, on peut mettre un pull de plus l'hiver ou une couverture et puis réduire le chauffage. Alors ce qui est bien oui, alors, t'as une intervention, puis je vais Au synthétiser niveau un petit peu. de l'alimentation, on peut aussi choisir des produits à bas niveau de carbone. Quoi. Aussi, oui. Donc, Oui, pas forcément de la viande, ça je veux dire. Et ce que vous dites tous là, c'est très important parce que derrière, il y a deux notions essentielles.
La première, c'est celle de besoin. Distinguer ce qui est son véritable besoin d'habitudes qu'on peut avoir prises, qui sont plus ou moins imposées par une norme sociale, imposées par un mode de consommation, qui est ce qui est du ressort de mon véritable besoin pour vivre bien, de ce qui est de l'ordre du superflu ou de la surconsommation. La deuxième notion, c'est savoir comment qualifier, comment quantifier ce besoin et comment qualifier, quantifier les besoins les ressources, que ce soit en énergie ou en matière, qui me permettent de satisfaire ce besoin. Et jusqu'à quel niveau je peux arriver. Et là, c'est très intéressant le travail qu'a fait l'association Negawatt sur ce sujet-là, parce qu'ils définissent la sobriété, puisque c'est une des choses qu'ils mettent en avant dans leur scénario. La définition de Negawatt, de cette notion de sobriété, c'est de réduire à la source la quantité d'énergie nécessaire pour un même service. C'est-à-dire sans dégrader le confort. Et effectivement, il y a tellement aujourd'hui de gaspillage, de machines qui tournent sans même qu'elles soient utiles à qui que ce soit, que déjà supprimer ce gaspillage et retravailler la notion de besoin pour un certain nombre de choses permet, en gardant la même notion de confort, même si on pourrait peut-être aller plus loin, accepter une baisse du confort. Aujourd'hui, dans le scénario Negawatt, en conservant le même niveau de confort, on peut atteindre les objectifs que j'ai cités plus tôt, facteur 4, etc. Après, il faut redéfinir, je pense, si je peux me permettre, la notion de confort, parce qu'aujourd'hui, le confort, c'est d'avoir peut-être son appartement avec toutes ces belles peintures, machin, etc. Mais on se rend compte qu'au final, par rapport à la santé, toutes ces nouvelles technologies aussi offrent un inconfort de vie pour la santé, enfin, au niveau santé publique, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Quoi. Donc, tout à fait, après ça peut poser d'autres questions. Poser D'ailleurs, nos voisins suisses ont une notion qui est un peu moins polémique, parce que derrière sobriété, il y a souvent cette idée de retour à la bougie, décroissance qu'on nous renvoie. Eux, ils appellent ça la suffisance. Voilà. C'est trouver ce qui est suffisant pour vivre bien, voilà, en termes que ce soit d'énergie ou de ressources matières. Et pour terminer ce cours exposé sur la sobriété, je vous propose simplement de passer au temps de l'action. Donc, vers le facteur 4, je reprends le visuel de Negawatt. Hein, le scénario vous sera présenté dans une conférence d'ici quelques jours. Donc il y a vraiment ces trois aspects. Sobriété, donc Negawatt parle surtout de sobriété énergétique, efficacité et énergie renouvelable. Dans la plupart des politiques publiques, des politiques des communes ou des messages que véhicule l'État, souvent c'est l'inverse qui est fait. On vous parle d'abord d'énergie renouvelable. Hein, pour résoudre le problème énergétique, on va développer des énergies renouvelables à fond. C'est très très bien, il va falloir sans doute le faire. Mais pour développer des énergies renouvelables, il faut aussi de la matière, il faut aussi de l'électricité, il faut aussi d'autres énergies. Et on est dans un monde fini, donc on ne pourra pas planter des éoliennes à l'infini ou des panneaux solaires à l'infini, c'est pas possible. Après, on parle souvent d'efficacité. Isoler votre logement, acheter une voiture électrique, etc. Donc aller vers des appareils a priori plus efficaces par rapport à un même service. Mais on parle très très peu, enfin je dis on, les pouvoirs publics, encore une fois, les collectivités, dans les plans d'action, la sobriété est très très peu abordée. Donc, plutôt que moi je vous donne des exemples d'actions, vous en avez déjà cité certaines, je vous demande qu'on réfléchisse ensemble à une action que chacun pourrait avoir sur l'habitat, l'alimentation, le transport et la consommation de biens en général. Une action que vous pourriez faire au niveau individuel et une action qui pourrait être portée à un niveau plus collectif, que ce soit par un collectif de citoyens, par une commune, par une région, par l'État, peu importe. Ok ? Donc, habitat, alimentation, transport, consommation. Dès que quelqu'un a une idée, on est là aussi pour dire des bêtises, il ne faut pas avoir peur de se lancer, et sur un sujet, on le prend, on essaie de trouver une action, un exemple d'action individuelle, un exemple d'action collective, et on va faire le tour des 4 sujets. Donc, habitat, alimentation, transport, consommation. Oui. On peut arrêter de prendre l'avion.
Ouais. Tu me l'as retiré, Transport, ouais. tu me l'as retiré de la bouche. À titre individuel, Ah ouais. À titre collectif, Ouais. au minimum, taxer l'essence sur le kérosène, qui Voilà. n'est pas du tout taxé actuellement. À minimum 80% comme sur les autres. Et moi j'aimerais bien beaucoup plus. Mais... Est-ce que, à titre personnel, par exemple, tu prends l'avion déjà ou... Moi ça fait un peu plus de 2 ans que j'ai arrêté. D'accord. Ok. Moi, ça fait 23 ans que j'ai arrêté l'avion. Alors, c'est intéressant si c'est une action que vous pensez que vous allez pouvoir repartir avec et peut-être la mettre en place. Si c'est une action que vous faites déjà, c'est plus facile. Mais Alors moi, oui. justement, ça m'intéresse parce que je voulais partir là-dessus aussi. D'accord. Je me dis que ça se fait tout seul. En ce moment, on voit par exemple, on peut bloquer les avions au sol, par exemple. Ouais. Ça peut être une action. Non, mais voilà. Mais ça se fait tout seul, puisqu'on voit Ryanair avec ce qui se passe avec les low cost. Ils sont en ce moment, ils ont quand même assez souvent des avions au sol. Ouais. Hein, donc ils ont des difficultés. Donc je me dis quand même qu'on est dans un système qui va se gangréner un peu tout seul. Ouais. Mais ça suffit pas. Il ne faut pas attendre Alors, que ça se passe. Je Mais pense je trouve que que... Le système, de toute ça se façon... fait pas tout seul, ça se Non, fait non. pas tout seul. Et moi je trouve ça justement, il faudrait une très très grande action collective parce qu'actuellement c'est l'avion qui est le transport le moins cher pour beaucoup de destinations. Et le train, c'est le transport le plus cher pour beaucoup de destinations. Et ça, c'est uniquement les pouvoirs publics qui ont fait ça. Et c'est-à-dire, bon, et on peut faire ça de manière individuelle, mais ce rapport-là doit être renversé. C'est-à-dire, finalement, c'est le train qui devait être le transport le moins cher. Et l'avion devait être le transport le plus cher. Hein. Et c'est parce qu'il est, c'est parce qu'il est le moins cher aussi qu'il y a tous ces problèmes sociaux qui arrivent. Ouais. Mais, Alors, juste de toute façon, pour revenir là-dessus, le système, à un moment, il va se bloquer, encore une fois. Hein. Croissance infinie dans un monde fini, ça ne peut pas marcher. Donc la sobriété pour les sociétés occidentales, à un moment, elle sera subie. Si elle n'est pas préparée. Hein. Donc le tout, c'est comment on fait pour pas en arriver là. Parce que d'autres risques, il faudra une conférence peut-être sur... C'est le livre Je pense qu'on ne peut pas attendre que les choses Exactement. s'arrêtent toutes seules. Ouais. Donc des exemples. En termes de... Alors moi je suis surpris, mais c'est à nous de décider peut-être ce soir de lancer un mouvement anti-avion parce que je ne l'ai jamais entendu et moi je connais qu'une personne qui s'est vraiment attaquée aux avions, c'est Pierre-Emmanuel Leroy qui a été se mettre plusieurs fois sur les pistes d'Orly et de Roissy, qui n'a pas été médiatisé et qui a fini par faire 6 mois de prison, je ne sais plus. Il y aurait vraiment matière à créer une association contre le... Alors sans aller dans le contre et le combat sur l'aviation, juste sur la notion de sobriété. Déjà, qu'est-ce que vous pourriez faire? Ah oui. C'est que on parle de sobriété comme si la sobriété n'était que due au consommateur. C'est-à-dire que c'était lié seulement à notre consommation personnelle, individuelle. Quand on sait que les 3/4 de l'électroménager est programmé pour tomber en panne au bout de 4 ans, au bout de 5 ans, il y a quand même tout un système qui oblige d'une certaine manière et qui piège le consommateur aussi. Et on aura beau, enfin c'est bien joli la sobriété individuelle, mais il y a quand même des éléments sur lesquels on ne peut pas agir, ou alors il faudrait, je ne sais pas, boycotter tous les électroménagers, c'est pas seulement l'électroménager. On a bien vu ce qui s'est passé pour les voitures, les arnaques avec Volkswagen, etc. Là aussi les consommateurs qui ont acheté Volkswagen se sont fait piéger par des menteurs. Donc à chaque fois, on ramène ça, la question de la sobriété, de la responsabilité individuelle. Or, je dis que, bien sûr, on peut faire le tri de nos déchets, mais en même temps, lorsque tu disais tout à l'heure, on consomme des éléments fossiles, et que le monde, effectivement, est un monde finissable,
Tout ça, c'est des arguments qui nous portent vers les centrales nucléaires aussi. Moi, ce que j'entends quand on dit bon, bah, alors le pétrole va se terminer, ça pollue, bah, la réponse c'est les centrales. Enfin, voilà. Et donc, je ne sais pas, moi, Alors, deux choses. C'est intéressant cette perception parce que j'ai jamais dit que seulement les ménages étaient responsables de la surconsommation. Non, tu ne l'as jamais dit, mais on l'entend tellement. J'ai pris des exemples évidemment qui sont plus sur la consommation des ménages parce que souvent c'est plus parlant pour nous, ça nous rapporte à notre quotidien et puis c'est plus facile de parler, de faire des choix sur des choses qu'on peut maîtriser. Voilà, on ne peut pas tout faire, mais chacun à son niveau. Et d'autre part, l'uranium est exactement dans la même situation que les autres ressources, j'en ai parlé. On pourrait voir les temps de réserve disponibles de ces ressources fissiles. C'est pareil, je crois que c'est de l'ordre de 80 années. Si on double le nombre de centrales, ça tombe à 40, c'est très simple. Voilà, c'est aussi fini que les autres ressources fossiles. Oui, il y a une intervention au fond. C'était pour rebondir aussi là-dessus, puis par rapport à la question, parce que moi ce qui me semble, c'est que tu nous demandes nous qu'est-ce qu'on peut faire nous, parce que c'est vraiment la personne, moi je sais que la seule personne sur qui je peux agir, c'est moi. Oui. Alors c'est vrai qu'il y a quand même 3 niveaux d'action, je ne sais plus quel économiste là, qui a travaillé pour le magazine La Décroissance. J'avais vu une intervention de lui à la télévision, il disait qu'il y a 3 niveaux d'intervention, effectivement il y a au niveau individuel, cette sobriété. Comme le rappelait notre jeune intervenant juste devant moi, que je ne connais pas, il disait on peut toujours faire plus et être le plus décroissant que décroissant, etc. Donc il disait forcément que ça a sa limite et qu'il faut passer à un deuxième niveau, celui pour lequel moi je pense que vous êtes là, nous sommes là, c'est-à-dire l'engagement plutôt associatif, militant. Du coup on essaie d'engrainer quelque chose à un niveau collectif. Puis le troisième niveau, c'est le niveau politique. Voilà. Après, moi, par expérience, j'ai fait effectivement le côté très strict décroissant, plus que décroissant. Effectivement, on se met parfois un peu en danger sur certaines choses, il faut faire attention, en tout cas soi-même. Avant même de le vivre complètement, j'ai voulu le transmettre à travers une association, donc le lieu où vous êtes, Éco-Circus, c'est un centre d'éducation à l'environnement. On faisait ça pendant l'été, pendant l'année, on intervenait dans les écoles, sur toutes les notions justement, éducation à la nature, mais aussi à l'éco-citoyenneté. Donc à propager ça comme ça, mais je ne me suis jamais engagé politiquement, troisième niveau, mais déjà je suis revenu au premier niveau, parce que à force d'être par exemple dans le faire, de vouloir être dans le prosélytisme, etc., j'allais dire aux jeunes enfants dans les écoles, faites de la biodiversité, du potager vous-même, etc., utilisez moins les transports, etc. Fallait que j'aille chercher du matériel, etc. Quand j'avais tout fait ça avec ma bagnole et que je revenais chez moi et qu'il fallait faire à manger, fallait que même si j'allais à la Biocop ou quoi, que j'aille acheter mes légumes alors que je pouvais les produire largement ici. Et donc je suis revenu à ça, et c'est pour ça que je pense qu'effectivement la première action, c'est pour ça que j'aime bien la question, c'est qu'est-ce que nous on peut faire, parce qu'on pense tout de suite à aller contre, faire des actions, et un chiffre que je te demandais, donc peut-être que tu vas pouvoir confirmer, que je donnais souvent aux enfants par rapport à la question de l'énergie, c'est qu'effectivement on ne peut pas mettre des éoliennes, ce qu'il faudrait pour produire la même quantité qu'on a avec 20 centrales, ce serait recouvrir la France d'éoliennes. Donc on ne peut pas le faire, mais que dès demain, si tout le monde adopte un certain nombre de limites, tu parles de 99 outils, on n'en utilise plus que 60. Si dès demain chacun fait, déjà on a une descente de 30% dans nos besoins. Est-ce que ces chiffres sont toujours... Dans le scénario négawatt, les actions de sobriété permettent 20% d'économie d'énergie. On voit qu'il faut faire 50% d'économie. Le scénario négawatt, quand il combine sobriété et efficacité, il arrive à 66%, parce qu'il est encore plus ambitieux que l'engagement national. Il y a 20%, voilà, juste sur la sobriété. D'avoir bien compris, le passage de 20% c'est sobriété. 20% sobriété, et quand on rajoute les actions d'efficacité, on arrive à 66% d'économie d'énergie. Alors par exemple, l'efficacité énergétique, on dit voilà, je veux m'installer sur un terrain, je construis une maison. Action d'efficacité énergétique, je fais une maison très bien isolée. Voilà, l'isolation, c'est je rends ma maison plus efficace, je vais consommer moins d'énergie par mètre carré. Action de sobriété, je construis moins de mètres carrés.
Voilà. Je réfléchis à mon besoin, besoin vital, j'ai peut-être pas besoin de 250 mètres carrés, peut-être que 100 me suffisent, je construis 100. C'est donc c'est bien cette notion de besoin exactement. qui fait passer de 20 ouais, exactement. Merci. Voilà. J'ai pas bien l'aspirateur. Donc je reviens à ma question, on a déjà dans le débat hein, évidemment, mais la question finale, est-ce que chacun peut imaginer une action de sobriété sur ces 4 thèmes qu'il pourrait faire chez lui demain ou dans une semaine et qu'il ne fait pas déjà? Ah oui. Enfin, moi, sur les moyens de transport, enfin, moi je vois ça aux entrées et sorties d'école, c'est plein de voitures partout, alors que les gens habitent souvent entre 500 mètres et 1 km. Il y a des transports en voiture, on a habitué les... Donc se déplacer à pied ou en vélo sur les courtes distances. Et c'est quelque chose qui est en augmentation. J'allais dire maintenant, c'est dans le même sens, c'est poursuit, c'est pas quelque chose de nouveau. Moi je me souviens quand j'allais à l'école, non seulement on allait à pied ou à vélo, mais on se débrouillait seul. Moi je vois des gens qui sont au collège à 13 ans, ah non, il faut que j'aille le chercher au car, parce qu'il va y arriver quelque chose. Il faut les responsabiliser aussi un petit peu, il n'y a pas besoin d'aller chercher en voiture à 500 mètres de la maison. Moi j'avais 3 km pour aller à l'école. Tu as des expériences de pays Ce besoin, a-t-on besoin d'aller à l'école? Et aussi, vous-même, est-ce que vous accompagnez des enfants à l'école? Pardon? Est-ce que tu accompagnes des enfants à l'école quand même? Moi je les ai accompagnés quand ils étaient petits. Donc ça ne répond pas à ma très question. vite. Qu'est-ce que demain, vous, par rapport à vos pratiques actuelles, est-ce que vous pouvez imaginer une action de sobriété? C'est difficile. En fait. Les enfants sont grands. Parce qu'on fait déjà tout. Ah voilà, alors tout le monde est déjà exemplaire, mais pourtant on est très loin du facteur 4. Alors pourquoi? Alors, je vais conclure là-dessus. Cette notion de sobriété, ça semble assez facile au début. Ça a plein d'avantages. Souvent, c'est des actions qui demandent peu de technique, peu de technologie, qu'on peut faire tout de suite, qui ne coûtent pas cher, qui ont des gains immédiats. C'est fantastique, tout le monde devrait être plus sobre. Mais en fait, ça interroge nos comportements, ça interroge notre organisation, et ça demande à être anticipé. Parce que l'énergie nous rend tellement de services, c'est tellement facile, c'est tellement plus simple, que à partir du moment où je choisis un système qui est plus énergétique, moins immédiat, etc., ça demande une organisation. Voilà. Ça demande d'anticiper, je sors en vélo, il pleut, il faut que je pense à ma cape de pluie, il faut que je pense à faire le détour par la boulangerie, sinon je vais ressortir, ça va prendre du temps. Voilà. Chaque chose qu'on va faire comme action de sobriété vient bouleverser la plupart du temps notre quotidien. Et ça intervient sur le changement de comportement, qui est un changement social. Et c'est beaucoup plus difficile, pour cette raison-là, pour des raisons humaines, à mettre en place des actions de sobriété qu'à mettre en place des actions d'efficacité où en fait je change un appareil qui n'est pas très performant pour un appareil qui est plus performant, mais en fait ma pratique reste la même. Ça interroge nos pratiques. Donc la sobriété, voilà, c'est un outil formidable. Les gains sont vraiment intéressants, mésestimés et pas mis assez en valeur dans toutes les politiques publiques. Par contre, ça demande vraiment un autre regard, un autre état d'esprit. Le fait de pouvoir se questionner soi-même sur ses pratiques, sur ses besoins, et de pouvoir changer un petit peu ses habitudes.